On va commencer tranquillement. Donc, rebonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui se sont connectés entre-temps. Ravi de vous accueillir pendant cette séquence, donc un time to talk sur le sujet recruter, intégrer des primo-arrivants, comment me lever les freins de la langue et du logement. Pour cette séquence d'une heure en ligne, on accueille du coup parmi nos intervenantes Hélène Bocardet à ma droite, la chef de pôle politique publique de la DETS. On accueille également Marion Kroll, qui est directrice régionale du CRIA, Bonjour. le Centre Ressources, Illettrisme, Analphabétisme, pardon. Et Sophie Marchettini, la directrice régionale d'Action Logement. Bonjour Sophie, merci. Et sa collaboratrice Virginie Lidov, qui est chargée de relations entreprises auprès d'Action Logement. L'invitation et ce webinaire se fait avec la CPME 13, la Confédération des petites et moyennes entreprises, une organisation patronale qui défend les intérêts des TPE-PME du territoire et qui adresse le sujet des primo-arrivants, notamment par rapport aux différents changements qui vont avoir lieu dans les prochains mois. Ce webinaire, il fait suite à une table ronde qui a été organisée le 20 avril au Salon de la Préfecture sur le sujet, encore une fois, des primo-arrivants. Alors peut-être, pour commencer, redéfinissons un petit peu ce qu'est un primo-arrivant, puisqu'on va en parler pendant une heure ensemble. Un primo-arrivant, très clairement, c'est un étranger, ressortissant d'un pays tiers de l'Union européenne en situation régulière, donc ça, on insiste, qui est sur le territoire national depuis moins de 5 ans. Donc, on insiste bien, on parle bien de personnes qui sont en situation de régularité auprès des services de l'État et qui souhaitent s'installer durablement sur notre territoire. Donc, le sujet alors, je me permets de répéter, ceux qui ont un micro ouvert, si vous pouviez le fermer pour éviter tous les bruits parasites, de manière à ce que ça soit plus agréable pour tout le monde. Je vous laisse fermer vos micros, couper vos haut-parleurs. Merci à tout le monde. Donc, cette séquence qu'on vous propose aujourd'hui, on va travailler sur l'angle entreprise et recrutement, fidélisation, intégration de ces primo-arrivants. On a constaté qu'on se heurte assez rapidement à deux freins majeurs qui sont ressortis lors de cette table ronde, la langue et le logement. Ce sont des freins donc très concrets qui peuvent compliquer un recrutement, ralentir une prise de poste ou encore fragiliser une intégration durable dans l'entreprise. Pourtant, ce sont aussi des sujets sur lesquels il existe des solutions. Encore faut-il les connaître, les comprendre et savoir quand les activer. Donc, on va vraiment angler cette séquence webinaire sur les solutions, sur le côté pratique, en précisant qu'on n'est pas des magiciens non plus. Et on aimerait bien, mais effectivement, on n'a pas de baguette magique pour pouvoir proposer une solution à toutes les situations. Mais on voulait pouvoir vous exposer quand même certaines des solutions qui sont mobilisables par les entreprises en direct ou par les relais que vous pouvez être. Et je vous vois nombreux dans cette séquence de webinaire. Avec un point important en toile de fond, il y a un cadre qui évolue et ça, c'est vraiment très important de pouvoir vous alerter par rapport à cette nouvelle évolution. C'est la loi immigration et les exigences qui sont renforcées autour du niveau de langue dans le cadre du contrat d'intégration républicain. Donc ça, c'est vraiment un point très important sur lequel il faut alerter les entreprises parce que ça va impacter de manière très importante tout ce qui est réglementation du travail, le fait de pouvoir les embaucher, les garder en emploi quand on est entrepreneur employant des primo-arrivants. Donc finalement, l'objectif de ce webinaire est assez simple, vous donner des clés concrètes pour comprendre le cadre et surtout pour agir en tant qu'entreprise. Et donc, pour commencer, on va poser ce cadre ensemble. Hélène, qu'est-ce que ça va changer, cette loi immigration? Quel est son nom? Qu'est-ce qui va toucher les entreprises qui embauchent et qui emploient aujourd'hui des primo-arrivants? Alors, bonjour à toutes et tous et merci Manon et Lou de la CPME 13 pour l'organisation de ce temps digital de pédagogie en fait autour des enjeux de cette loi d'une part et puis aussi d'avoir un temps utile qui vous permette en fait et on va vous donner, je sais que la CPME très active sur le sujet vous donnera à la suite de ce webinaire l'ensemble des documents concrets que nous avons élaborés tous ensemble pour vous faciliter en fait
la vie au quotidien dans vos démarches de recrutement et de consolidation d'emploi de vos collaborateurs. Alors, cette loi CIAI, la loi contrôler l'immigration, améliorer, contrôler l'immigration, oui, améliorer l'intégration du 26 janvier 2024, de l'intégration, c'est d'améliorer le taux d'emploi des étrangers en situation régulière qui sont déjà présents en France, puisqu'on note que le taux d'emploi de ces personnes est de 20 points inférieur au taux d'emploi de la population française, hein. Il est de 43% au lieu de 63%. Et pour les femmes étrangères, il est encore plus bas, de 20 points, hein. Il est de entre 23 et 25%, donc il est particulièrement bas. Et deuxième enjeu de cette loi, c'est de résorber significativement les difficultés de recrutement des employeurs dans les métiers en tension, donc notamment le bâtiment, travaux publics, hôtels, restauration, tourisme, services à la personne et la propreté notamment. Donc l'intégration par le travail, c'est vraiment un levier essentiel de réussite de cette politique publique volontariste. Elle est néanmoins, elle repose sur une démarche volontariste de la personne. Donc ça, c'est le cadre, voilà, le postulat de base. Concrètement, cette loi, elle introduit un nouveau cadre d'action très rapidement. Elle est effective depuis quand, Elle est effective depuis le 1er janvier 2026, donc elle est déjà en exécution, hein. C'est un cadre en vigueur dont il faut faire un peu la promotion pédagogique. Et alors, il ne s'agit pas de faire l'exégèse des 83 articles de la loi aujourd'hui, mais simplement de vous rappeler dans votre pratique RH et dans les démarches de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, deux, trois clés d'action pour être très concret. Premièrement, un changement d'approche. On passe d'une obligation de moyens à une obligation de résultats en matière d'acquisition de la langue française. Et notamment pour vos salariés ou vos futurs collaborateurs, c'est d'avoir pour les personnes qui sont allophones, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas nés avec la pratique, en fait, qui ne connaissent pas la langue française, d'avoir une attestation, et le CRI va vous l'expliquer et vous donner les clés de résolution de ce frein-là, en fait, c'est d'avoir une exigence de maîtrise du français pour l'accès à la carte de séjour pluriannuelle du niveau A2. Et l'obligation aujourd'hui, elle est sur quel niveau? Alors, avant, en fait, il y a un rehaussement. On est passé en fait d'un niveau A1 à un niveau A2 pour l'obtention de cette carte de séjour pluriannuelle. Et pour l'obtention de la carte de résident, donc de 10 ans, eh bien, c'est le niveau B1 au lieu du niveau A2 précédemment. Alors, j'espère ne pas jargonner trop. Vous aurez de toute façon toutes les explications concrètes avec les différents documents que tu vas leur envoyer par mail. Et ça, c'est important d'intégrer ça, puisque nous allons le voir par la suite. Il y a donc non seulement cette exigence de certification linguistique, donc une obligation de résultat marqué par une attestation, mais aussi par la réussite à un examen civique, parce que là aussi, c'est la deuxième exigence de cette loi, c'est au-delà de l'apprentissage de la langue et de la maîtrise de la langue française à l'oral et à l'écrit, eh bien d'avoir une connaissance certaine des valeurs et des principes de la République française et du fonctionnement de la société française. Et ça, c'est important aussi en termes d'insertion et d'intégration durable au sein de la République française. Très bien. Et du coup, donc tu nous dis que cette loi est déjà en exercice. Là, pour des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont avec nous, qui ont embauché des publics primo-arrivants, qui vont avoir un renouvellement de titre de séjour qui va arriver, ça se passe comment clairement? Alors, il y a en termes d'anticipation et donc pour les collaborateurs qui sont déjà en entreprise, un nouveau droit qui a été créé donc par cette loi qui concerne en fait le droit à la formation dans le cadre de l'adaptation au poste de travail, mais nous pourrons y revenir tout à l'heure dans le cadre de la déclinaison pour les personnes qui sont déjà en poste avec un nouveau droit qui permettra de mobiliser et qui permet dès aujourd'hui de mobiliser les CPF et les différents OPCO dans leur périmètre de compétences
pour en fait transformer ce droit en réalité pour les salariés. Donc, on a bien compris, effectivement, cette loi immigration, elle implique un changement important en termes de maîtrise de la langue française. Donc, on a parlé de niveau A1 vers du A2, du niveau B1, du A2 vers du B1 pour les 10 ans. Oui. Alors, pour aller un peu plus loin sur le niveau de langue française, je propose à Marion Kroll, donc la directrice régionale du CRIA, le Centre ressources illettrisme et analphabétisme, de pouvoir nous détailler un petit peu quelle est cette spécificité, cette formation linguistique qu'on a sur le territoire et comment une entreprise va pouvoir accompagner ses salariés, donc primo-arrivants ou ses futurs salariés. Alors, l'offre de formation, elle est réduite. Donc, comme on vous l'a expliqué pour l'instant, il y a non seulement une nécessité de se former, mais une nécessité de certifier ses compétences. La formation, le premier acteur de la formation pour les primo-arrivants, c'est l'OFII. Donc, l'OFII, c'est l'Office français de l'intégration et de l'immigration, ou de l'immigration et de l'intégration, je ne sais pas dans quel ordre. C'est un peu le bras opérationnel du ministère de l'Intérieur, qui a notamment la charge de mettre en œuvre la politique linguistique. Donc, il y a un bureau pour les langues, etc. Donc, bien sûr, la loi il n'y a plus, contrairement à ce qui peut être véhiculé, d'obligation de formation quand on signe à son arrivée un contrat d'intégration républicaine. Auparavant, il y avait certes une obligation de moyens, mais les personnes étaient tenues de fréquenter des cours de langue française qui leur étaient proposés, quel que soit leur niveau de départ, pour satisfaire un niveau de fin qui n'était pas certifié. Maintenant, non. Les gens ont une obligation de se certifier, mais la façon dont ils y arrivent leur est laissée libre en quelque sorte. Donc, il y a un petit peu un paradoxe là, parce que à l'occasion de cette obligation de se former, on essayait de convaincre, enfin les organismes de formation qui avaient l'habitude de travailler dans ces domaines, arrivaient à convaincre les étrangers que c'était très utile pour leur intégration sociale, professionnelle, pour leur vie quotidienne. Donc là, il faudrait qu'on soit vigilant pour conserver les mêmes niveaux d'implication des étrangers. Bon, ça, c'est une première chose. Donc, l'OFII, actuellement, a mis en place de nouveaux marchés avec pas toujours les mêmes opérateurs. Il y a eu des changements d'opérateurs. Il y a deux grandes formations qui sont donc proposées et non plus imposées. Il y a une formation en présentiel qui dure 600 heures. Donc, ça reprend un peu le marché précédent qui est destiné à ceux qui sont le plus éloignés de la maîtrise de la langue. Autrement dit, ceux qui ne savent pas lire et écrire dans leur langue d'origine. Voilà, donc on parle d'analphabétisme justement. Donc ces personnes-là ont un droit de tirage sur des formations présentielles proches de leur territoire de 600 heures. Pour les autres, alors qu'il existait des formules présentielles, ils ont un accès illimité pendant 1 an, à la condition bien sûr d'être éligibles, à une plateforme d'e-learning à laquelle ils ont accès de manière asynchrone, c'est-à-dire de manière assez autonome. Donc cette plateforme, ce marché a été remporté par une structure qui s'appelle Frelo, c'est aussi le nom de la plateforme, et qui avait une large expérience, même avant ces marchés-là, sur le e-learning. Donc on voit que ce n'est pas parce qu'on fait du FLE pour les étrangers que les méthodes pédagogiques liées à la formation à distance ne sont pas bien spécifiques et doivent être aussi professionnalisées. On ne peut pas reproduire ce qu'on fait en présentiel en ligne, en fait, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a donc cette plateforme qui est développée pour toutes les autres personnes à laquelle, pendant 1 an, ils peuvent se connecter de manière illimitée.
Donc, La Marion, deuxième, excusez-moi de vous couper. Juste une question. Ça voudrait dire que pour une entreprise, parce qu'on a le monde économique qui est avec nous aujourd'hui, pour une entreprise qui a un salarié primo-arrivant qui a un niveau A1 aujourd'hui et qui va devoir, pour renouveler son titre de séjour, passer en A2, ça veut dire qu'il peut se connecter sur Frello, par exemple, et passer donc des cours de français en distanciel, de manière à pouvoir certifier son niveau A2 à terme. c'est ça, à condition qu'il ait signé le contrat d'accueil, le contrat d'intégration républicaine. Mais il y en a beaucoup d'étrangers qui avaient des contrats de travail saisonniers dont la régularité de leur situation était liée à la durée du contrat de travail. Et ces personnes-là, pour être plus sécurisées ou parce qu'ils ont changé de projet, ils veulent rester sur les territoires de manière plus pérenne, ils ont décidé de signer le CIR, ils ont accepté de signer le CIR et là, ils ont tous les droits de ceux qui viennent d'arriver. Voilà. Ok, ok, ok. Merci Marion. On va revenir un peu plus tard dans un autre angle de la table ronde sur plus de précision. Je voudrais passer avec Action Logement Alors, juste mais... une toute Oui, petite pardon. chose, j'étais un peu longue. À côté, bien sûr, de l'offre de formation de l'OFI, il y a toute l'offre de formation parallèle. Donc, l'offre de formation de France Travail, hein, malgré tout, je dis malgré tout parce qu'elle s'est un peu raréfiée ces derniers temps, mais qui a été quand même très importante sur la fin de l'année 2025, qui a une action de formation qui s'appelle les AFC, les actions de formation conventionnées et qui régulièrement consacre, alors ça dépend des régions, mais qui régulièrement consacre une forte partie de son offre à des formations destinées au FLE. Alors le FLE, l'alpha, le FLE et l'alpha, le FLE en situation professionnelle. Alors là, il s'agit de formations rémunérées à temps complet. Donc là, on ne peut pas travailler si on veut Mhm. les suivre. Et à côté Ok. de ça, donc ça c'est l'offre publique, le droit commun, il existe une offre assez dense et difficile à connaître. C'est pour ça qu'il existe des cartographies pour que les gens puissent y recourir parce que c'est très changeant. Il y a une offre associative assez importante et de qualité, y compris jusqu'à la Mhm. certification. Donc ça s'appelle souvent les ateliers sociolinguistiques. Donc c'est conduit ou par des organismes de formation ou par des centres sociaux qui, euh, qui sont subventionnés dans le monde associatif. Voilà, j'ai fini, j'ai essayé de faire très vite. Mais vous pouvez Merci vous Marion. perfectionner sur les sites hein, ou nous téléphoner si ce n'est pas clair. Voilà. Alors, il faut savoir également que donc, la dette, aux côtés d'acteurs dont la CPME, dont le FASTT, dont beaucoup d'acteurs engagés, a rédigé donc un vadémécum dans lequel on va retrouver pas mal d'informations pratiques. Ce document, il va vous être envoyé hein, par mail à la fin de ce webinaire et vous allez pouvoir retrouver sur une des slides de ce vadémécum la cartographie qui a été réalisée pour retrouver tout l'offre de formation qu'elle soit publique, privée, associative, qui est existante sur le territoire des Bouches-du-Rhône. Donc, on revient avec Action Logement, Sophie Marchettini. Du coup, Action Logement, pour repréciser un petit peu, c'est quoi, quel est votre champ d'intervention côté bénéficiaire, mais côté entreprise aussi, s'il vous plaît? Alors bonjour à tous et je remercie Manon et Hélène de nous avoir conviés donc à ce webinaire qui est important pour nous parce que c'est vrai qu'Action Logement, bon, Virginie va vous présenter les champs d'action et est un acteur majeur au niveau du logement et quand quelqu'un arrive, eh bien, effectivement le logement est capital pour qu'il puisse travailler sereinement. Donc je vais laisser Virginie qui va vous présenter un petit peu les champs d'Action Logement et on verra plus clair par rapport à ça. À préciser effectivement qu'Action Logement, c'est pas une offre de service uniquement réservée aux primo-arrivants, hein. Ça va bien plus large. Donc là, on vous fait participer à ce webinaire parce qu'effectivement, un des freins constatés, c'est le logement chez nos primo-arrivants. Mais voilà, c'est important aussi de préciser que votre action, elle rayonne bien au-delà de l'aspect salarié primo-arrivant et que ça concerne tous les salariés que nous connaissons. Oui, effectivement. Donc, oui, donc je me présente Virginie Leader. Hop, voilà. Il y a un écho, vous devez être dans Sophie la qui est à même côté de moi. salle. C'est moi. Voilà.
Donc, je suis chargée de relations entreprises et effectivement, j'ai l'habitude d'être en entreprise, davantage peut-être dans des grosses structures, hein, puisque je vais vous expliquer Action Logement, mais c'est très bien effectivement d'être parmi vous aujourd'hui parce qu'on peut rendre des services au niveau de tout public. Donc, je vais vous expliquer déjà Action Logement. Donc, depuis 2015, nous avons tous été, tous les anciens collecteurs qu'on appelait le 1%, le fameux 1% patronal, nous avons tous été réunis sous une seule enseigne et un seul territoire, donc Action Logement Service. Et donc, notre mission, en fait, c'est de rendre des services au niveau des salariés, mais aussi de financer des investissements au niveau des bailleurs pour qu'il y ait plus de construction, de travailler sur les territoires pour faire revenir notamment dans certains centres-villes des salariés pour que vous, en tant qu'entreprise, vous puissiez notamment recruter. Donc, alors pour tout ça, effectivement, il y a une cotisation qui est donc faite de la part des entreprises, une cotisation uniquement pour les entreprises de plus de 50 salariés. Et nous allons quand même rendre des services à partir des entreprises de plus de 10. Voilà. Au niveau des bénéficiaires, après, vous avez également tout ce qui est donc tous les jeunes, donc on appelle jeunes toutes les personnes de moins de 30 ans, qui vont pouvoir effectivement aussi prétendre à nos services. Voilà. Donc après, moi, je vais rester assez rapide là sur cette présentation, puisque on a décidé dans un deuxième temps je ne vais pas vous donner toutes les solutions logement. Je crois que c'était dans un deuxième temps, Manon, qu'on devait les présenter. Voilà, c'était Alors oui, juste tout à pour fait. On les va axes au passer niveau effectivement. d'Action Logement. On va passer effectivement à un accès un peu plus pratique. Donc, pour préciser Voilà. également, donc Action Logement, là on va parler logement puisque c'est un des freins que nous avons identifiés, mais il y a bien d'autres services. On vous proposera un second webinaire pour les intéresser sur le second semestre 2026. Donc effectivement, une fois qu'on a présenté un petit peu le cadre, qu'on a présenté des potentielles solutions, la question qui va se poser, c'est dans le parcours, comment mobiliser ces solutions et à quel moment. Donc, effectivement, quand on est dans un parcours de recrutement ou d'intégration, de fidélisation, de consolidation de l'emploi, quand on a déjà recruté, ces obligations liées à la langue, elles doivent être anticipées quand même par l'entreprise, hein. Hélène, on a commencé à en parler tout à l'heure. Je pense que c'est important de revenir sur ce point-là pour vraiment pas donner un rétro-planning type, mais en tout cas, avoir en tête les grands timings pour l'entrepreneur qui souhaite recruter, soit qui a déjà des collaborateurs primo-arrivants au sein de l'entreprise. Absolument, Manon. Donc, c'est un point de vigilance dans la pratique RH, me semble-t-il, c'est d'intégrer donc autant que faire se peut un nouveau droit qui est issu directement donc de cette loi du 26 janvier 2024. C'est l'article 23 de cette loi qui a été transposé dans le Code du travail. Et en fait, pour les salariés donc allophones. Et dans le cadre de l'adaptation des salariés à leur poste de travail, donc l'employeur désormais peut également donc proposer à ses salariés des formations qui visent à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à ce que nous avons décrit précédemment, c'est-à-dire pour des cartes de séjour pluriannuelles du niveau attesté A2. Hein, attesté, je reviens là-dessus parce que c'est très important. Il faut anticiper et c'est le but de ce temps d'échange. Et B1 pour les cartes de résident. Donc, une formation adaptation au poste qui permet notamment, et comment le faire, eh bien, qui permet d'acquérir cette compétence linguistique attestée en français, donc langue étrangère, avec toutes les ressources qu'a décrit Marion Kroll précédemment. Et ces formations sont financées donc par les OPCO, hein, donc votre OPCO de référence, votre OPCO dans votre secteur d'activité par rapport à votre code APE, mais aussi
par la mobilisation, dans certaines limites, on ne va pas rentrer dans le détail technico, mais dans certaines limites, en termes horaires, du CPF par l'étranger primo-arrivant, une fois qu'il a bien évidemment ouvert son droit CPF. Hein, voilà. J'attire donc vraiment l'attention sur le fait que pour les contrats de travail, l'employeur, en fonction de ce qui existe au niveau de la convention collective, donc doit mentionner ce droit à la formation dans le contrat de travail. Donc là aussi, c'est important, me semble-t-il, voilà, d'avoir cette toile de fond juridique qui est en vigueur aujourd'hui depuis le 1er janvier 2026. Ce que tu laisses apparaître finalement, c'est que, bon, on le sait, hein, en tant qu'entrepreneur, on peut faire des demandes de financement de formation auprès de son OPCO dans le cadre de ces fonds liés à la formation, mais effectivement, Voilà. ces fonds-là peuvent être refusés hein, par l'OPCO en fonction de l'enveloppe, en Oui, fonction de la oui, formation proposée, oui. etc. Oui. Donc, ce que tu nous dis, c'est qu'il Il y a un deuxième levier. il y a un deuxième levier qui serait du coup de préciser. Mais de financer, en fait, que le salarié finance, cofinance, dans la limite, c'est de 28 heures, en fait, hein, son CPF pour mobiliser cette formation. Et puis après, au niveau strictement juridique du Code du travail, donc c'est une clause particulière qui, en fait, dans le contrat de travail, reprend ce nouveau droit issu donc de cette loi CIAI qui n'aura plus de secret pour vous d'ici quelques minutes. Nous le souhaitons en tout cas. Alors là, on a parlé voilà, du cas où le salarié est déjà en entreprise, il est déjà recruté. Donc effectivement, l'entreprise peut mobiliser son fonds de formation avec l'OPCO, peut mobiliser dans une certaine mesure le CPF si les droits sont ouverts auprès du salarié pour cofinancer. Qu'en est-il du recrutement? Imaginons, voilà, j'ai une entreprise, là, c'est même pas, imaginons, hein, j'ai des entreprises qui recrutent des primo-arrivants. Dans X mois, X temps, le renouvellement va se poser, la question du renouvellement va se poser. L'entrepreneur, comment il doit réagir, comment il doit anticiper par rapport à un futur recrutement? Alors, eh bien, il y a deux éléments. Le premier, il est transverse, j'allais dire, au frein linguistique. C'est de bien vérifier la régularité du titre de séjour et de travail hein, pour le salarié qui est déjà présent sur le territoire national. Et de façon un peu en teasing, en bon français, désolé. Nous annonçons qu'au mois de juin, nous allons avoir donc un webinaire avec le service des étrangers de la préfecture pour expliquer parce que en fait il y a tellement de statuts différents avec des exceptions que là en quelques minutes c'est un peu complexe à vulgariser. Mais simplement, voilà, de bien vérifier, et vous aurez dans le Vadémécum que la CPME va envoyer le guide pratique du recrutement des étrangers primo-arrivants que Envergure, notre opérateur, que je remercie, qui est présent dans l'Assemblée digitale, a réalisé, et c'est important, validé par la préfecture, bien évidemment. Donc, toute une série de vérifications avec, là aussi, des ressources notamment via des QR codes pour flasher et notamment vérifier la régularité et la véracité en fait des papiers d'identité, hein, parce qu'il faut bien vivre dans son temps. Il y a tout un service parallèle qui peut se développer par rapport à cette véracité des papiers. Notamment d'identité ou même de certification linguistique. Et au-delà de cet aspect réglementaire qui est fondamental, eh bien, c'est de vérifier et d'anticiper les questions de renouvellement des titres de travail et de séjour. Nous aurons quelques bonnes nouvelles quand même à annoncer en troisième partie de ce temps d'échange digital. Mais surtout, le maître mot, s'il vous plaît, c'est d'anticiper au moins 2 mois à l'avance la question du renouvellement sur les différentes plateformes. Et le guide que nous allons vous envoyer est vraiment là pour faciliter. Et nous allons avoir une solution que nous allons donc proposer avec la CPME pour débloquer les cas d'urgence, là aussi pour maintenir et sécuriser les parcours des salariés dans l'entreprise et dans l'emploi. C'est important. Okay, super, merci Et Hélène. concret.
Oui, effectivement, on va rentrer dans une phase encore plus concrète dans dans la troisième angle de ce webinaire. Alors, on a parlé effectivement d'anticiper, mais il me semble intéressant également de parler du côté pédagogique de l'apprentissage de la langue française. Marion, à quel moment on intègre la formation linguistique dans le parcours? Avant l'embauche ou plutôt après? Est-ce que c'est avant le recrutement qu'il vaut mieux former son salarié ou une fois qu'il est déjà en poste? Alors, moi, je dirais les deux, mon capitaine, comme disait. Les deux, parce que en fait, vous pouvez justement, en raison des compétences techniques que la personne qui arrive nouvellement sur le territoire possède, le recruter. Là, il faut tout de suite s'en préoccuper parce que, alors, il faut quand même distinguer les réfugiés qui d'office ont une carte de 10 ans, donc eux, c'est moins urgent. On parle en fait de la majorité des personnes qui viennent pour un motif vie privée et familiale, parce que eux, leur carte n'est valable qu'un an. Donc, il y a une espèce de mélange de tout ça. Il y a quand même des degrés d'urgence qu'il faut adapter au public. Donc, ceux-là, ils sont tenus de remplir leurs obligations en matière de certification linguistique dans l'année. Sinon, ils sont prolongés encore d'un an, mais toujours de manière aléatoire. Et puis surtout, ça ne pourra durer que 3 fois. Donc, un an, c'est pas grand-chose. Et effectivement, quand une entreprise a investi dans un recrutement, c'est dommage que ça s'interrompe pendant presque 2 mois. En fait, on revient à la case départ parce que c'est quasiment impossible de récupérer la personne 2 mois après, une fois qu'elle a récupéré ses papiers. Donc, effectivement, il faut s'en préoccuper tout de suite. Même si on le recrute avec un niveau réglementaire qui n'est pas le bon, eh bien, il faut s'y intéresser, l'inscrire à Frélo, lui donner du temps libre pour aller dans les associations, lui faire passer, voilà, se faire aider du tissu associatif pour ne pas avoir à gérer la rupture qui finalement est un échec. Voilà. Sûr. Et Marion, est-ce que on a eu l'intervention de France Travail avec son directeur départemental Nicolas Commun le 20 avril dernier, qui nous parlait d'un dispositif que nous, à la CPME 13, on constate qui est très efficace, c'est la POEI, donc la préparation opérationnelle avant une embauche. Cette POEI, c'est une formation finalement qui permet de développer des compétences qui n'auraient pas été obtenues, enfin qui n'auraient pas été celles du salarié avant la prise de travail. Est-ce qu'on peut mobiliser une offre de formation dans le cadre d'une POI, une POI qui est entièrement prise en charge par France Travail? Donc, du coup, il n'y a aucun frais pour l'entreprise. Voilà. On vous entend. C'est pas grave, pas grave du tout. Ça nous permet d'être plus vivants, moins cadrés sur des. Alors, effectivement, là, se préoccuper de la formation, c'est une chose, et après pouvoir la réaliser conformément aux contraintes de l'entreprise, parce que l'entreprise a des difficultés à libérer son salarié. S'il l'a recruté, c'est d'abord pour être productif. Alors, il est bien conscient pour le pérenniser, pour construire un parcours, pour le faire monter en compétence, il aura besoin de le laisser se former, mais pour autant, c'est toujours compliqué. Donc, il y a eu des modalités qui ne sont pas parfaites, mais qui ont le mérite d'exister, qui ont été mises en place par les pédagogues, en fait, pour pour monter des sessions de formation dans l'entreprise. Donc, effectivement, après, il faut trouver un montage financier. Donc, il y a un montage qui s'appelle l'AFEST, qui est une formation au milieu de travail, où en fait, on part du poste de travail, on part des réalités de l'entreprise, des difficultés, des documents authentiques, de l'analyse des activités du salarié en poste, pour proposer une formation linguistique comme une autre. Voilà. Et donc, on arrive, donc l'entrepreneur, le chef d'entreprise est rassuré quant à la productivité de son salarié et le salarié monte en compétence. La POEI, c'est mieux de faire des POEI collectives qu'une POEC, parce que la POEC est beaucoup plus contraignante. Donc, en fait, ça revient exactement au même. Simplement, c'est une période d'immersion en entreprise où on va proposer des activités de formation pour adapter le salarié à l'embauche qui va lui être proposée. Mais c'est le préalable à une embauche durable.
Tandis que Très la bien. FES, on peut la mobiliser quand le salarié est déjà recruté. Alors, on va revenir justement dans cette troisième partie sur la FES, qui est un dispositif super intéressant et qui mérite d'être connu par le monde de l'entreprise et par les représentants que vous êtes. Avant ça, Action Logement avec Virginie, pardon. Quelles sont les aides qui sont mobilisables et comment activer ces solutions logement pour éviter que ça devienne un frein, la question du logement pour les entrepreneurs? Oui, alors effectivement, c'est écrit Sophie Marchettini, hein, mais on a juste changé d'ordinateur parce que ça ne fonctionnait pas. Alors, donc effectivement, les services à rendre, on va commencer par deux plateformes en fait locatives qui vont être accessibles à vos candidats. Alors, pareil, hein, j'ai entendu le mot anticipation. Oui, 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 il faut anticiper au niveau logement, on anticipe, ça c'est évident. On peut même déjà, dès le premier contact, hein, vous pouvez déjà les avertir de demandes à constituer et notamment leur demande de logement social, hein. Donc la demande de logement social, juste pour rappel, elle se fait sur un site, donc sur le site du gouvernement. On obtient un numéro unique départemental, donc une demande par département, hein. Si on est limitrophe à un deuxième département à côté, on fait deux demandes. Et cette demande, elle va être valable pour tous les organismes qui distribuent du logement social, donc aussi bien les mairies, tous les bailleurs sociaux évidemment. Aujourd'hui, donc, il va falloir vraiment les rendre actifs au niveau de leur recherche, hein, puisque personne va les contacter, va les appeler pour une proposition de logement. Donc, il faut vraiment les rendre, enfin, les mettre dans cette activité. Et après, effectivement, en plus donc des mairies, préfectures et tous les bailleurs sociaux, il y a Action Logement. Action Logement, donc on va pouvoir, donc nous avons une plateforme qui s'appelle Aline, hein. On va évidemment les accueillir en agence, hein, parce que on peut faire leur dossier, que ce soit au niveau de la demande de logement social, mais aussi bien évidemment la demande liée à Action Logement. Donc, n'hésitez pas, pour éviter toute problématique de documents et tout, de les faire venir en agence avec un rendez-vous. C'est toujours mieux qu'une personne les accueille en agence, hein. Donc, on a une plateforme téléphonique. Alors, 0970 800 800, je vous la donne déjà. Je pense qu'après, vous aurez des documents qui vous permettront de l'avoir. Euh, voilà, au niveau de la demande de logement social, surtout actif, ça c'est sûr, et même en amont du recrutement. Après, dès que vous avez donc ce premier contact au niveau du recrutement, on va avoir effectivement également une seconde plateforme sur laquelle ils vont pouvoir se positionner, qui est une plateforme de logement libre. Donc, cette plateforme, donc, il y aura moins de contraintes, même notamment au niveau de l'ancienneté, mais évidemment avec des loyers qui sont plus élevés. Donc, cette plateforme, elle se trouve directement sur le site d'Action Logement et vous allez aller dans Trouver un logement et vous avez ces différentes plateformes. Donc là, on va avoir quand même des logements qui sont en dessous du prix du marché, mais un petit peu en dessous, hein. Par contre, pas de frais de dossier, rien du tout. Vous avez juste un petit compte à se créer et toutes les demandes vont aller, c'est première arrivée, premier service, c'est comme sur loger.com ou quoi. Ils vont pouvoir se positionner sur un logement et le dossier va être envoyé directement au bailleur et qui va après donner sa décision finale. Et sur cette plateforme, vous allez également trouver du logement temporaire. Le logement Mhm. temporaire, ce sont des petites superficies sur les plus souvent meublées, hein, donc qui vont Mhm. être adaptés en fonction du type de salarié que vous allez recevoir, en fonction de ses revenus évidemment, hein. Ça va être du logement qui va être du logement type étudiant. Pour notamment des alternants, hein, jusqu'au logement avec des services hôteliers qui peuvent être associés en fonction du type de recrutement. Voilà. C'est pareil sur ces logements, ils se trouvent sur la plateforme de logement libre et ils peuvent candidater automatiquement. Ces trois plateformes, donc, elles vont pouvoir être utilisées. On peut faire une demande sur chaque plateforme. OK? D'accord.
Ok. Voilà. Et donc pour récapituler, on a cette plateforme sur le logement social. Attention, pour prétendre un logement social, il faut bien être inscrit sur le site de l'État, Oui, obligatoirement. avoir un numéro spécifique qu'il faudra remettre donc dans la plateforme Action Logement. Pour pouvoir prétendre à un logement social. On sait quelles sont les tensions aujourd'hui sur la question du logement sur le territoire. Donc, encore une fois, on n'est pas là, on va pas faire de la magie. Action Logement, c'est pas on claque des doigts et c'est fait. Mais pour autant, il y a ces possibilités. Il y a la plateforme Aline également pour pouvoir faire une demande de logement là, classique avec des prix qui sont moins élevés que ceux du marché, mais quand même, on n'est pas sur du moins divisé par deux non plus. Il faut rester très clair. Et enfin, une troisième possibilité pour faire une demande de logement, cette fois-ci temporaire, avec des critères différents. Et tout ça, on le retrouve sur le site d'Action Logement. C'est bien ça, Sophie, Tout pas à Sophie, fait. Virginie, pardon. Tout à Et fait. ça me Oui, perturbe oui, le oui. nom. Et oui, bah oui, évidemment. Sophie, Euh, Virginie. Mais oui, Ok. oui, tout ça, vous le trouvez sur le site d'Action Logement. Donc, vous allez avoir dans Trouver un logement, vous allez avoir tout ça. Évidemment, donc je vous dis, en venant en agence sur rendez-vous, on va leur expliquer aussi les différentes possibilités. Et associé à ces plateformes locatives, on a aussi des aides qui vont être possibles d'utiliser et qui s'appellent notamment donc le Locapass. Le Locapass Mhm. qui va les aider avec le dépôt de garantie que l'on leur propose à l'entrée dans les lieux. Donc, c'est un prêt à taux zéro, mais ça reste un prêt sur 24 mois, qui va être étalé sur Mhm. 24 mois, donc qui est utilisable. Et puis aussi, donc, vous avez la garantie Visale. Donc, la garantie Visale, aujourd'hui, elle est quand même très connue et très répandue en tous les cas. Et cette garantie visale, elle va permettre donc d'appuyer un dossier d'un salarié qui va se présenter sur un bailleur privé. On a aujourd'hui des agences qui le notent sur leurs annonces, garantie visale demandée. Donc la garantie visale, la cible, c'est toutes les personnes de moins de 30 ans, peu importe leur situation. Donc Mhm. là, on n'a aucune question à se poser, on va pouvoir en bénéficier. Pour les plus de 30 ans, on a quand même des conditions, effectivement, qui vont être une condition de revenu, donc avec Mhm. un minimum de 1700 euros, enfin un maximum de 1700 euros 10 de revenus net mensuels. Et sinon, après, ce sont pour toutes les personnes qui sont en situation de mobilité, donc mutation recrutement. Donc là, ce sera dans le cadre d'un recrutement. Vous pourrez donc en parler à tous les salariés recrutés qui pourront enfin, la garantie visale, c'est quand même Action Logement, une grosse machine qui va se porter garant, donc qui va être beaucoup plus appréciée au niveau des bailleurs privés, notamment. Et le Vous voulez dernier dire quelque service, chose? Alors, oui, pardon. pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Allez-y. Oui, le dernier service dont je voulais parler, c'est le Mobili Jeune, puisque vous pouvez tout à fait aussi recruter des étudiants en alternance, des étudiants aussi, enfin, étrangers qui peuvent arriver chez vous. Et au niveau de l'alternance, sachez que nous avons un service qui est le Mobili Jeune, donc c'est pour pareil, c'est moins de 30 ans avec 120% du SMIC, c'est souvent donc de toute façon le cas, qui va pouvoir les aider à hauteur de 100 euros mensuels sur leur loyer, donc sur les 11 premiers mois de leur Mhm. alternance renouvelable une seconde fois, qui vient en Très plus de bien. la CAF. Voilà. Super, c'est très intéressant. Effectivement, l'emploi chez les jeunes, c'est important et on dédiera aussi une séquence à ce sujet-là. Il y avait un point dans votre présentation, Virginie, qui me semble important. Il ne faut pas hésiter, nous, en tant qu'entrepreneurs, à informer les salariés. C'est vraiment, nous, on ne va pas trouver un logement pour nos salariés, c'est pas dans nos prérogatives. Recruter quelqu'un, c'est pas, non, enfin, on peut faire un accompagnement un peu social, mais on ne peut pas se substituer non plus à leur recherche, etc. Mais pour autant, avec Action Logement, c'est quelque chose qui est très peu connu de la part des salariés, mais pour autant qui est payé par les entreprises, encore une fois, rappelons-le. Donc c'est à nous aussi de pouvoir répandre, si je puis dire, la bonne parole et informer nos salariés que ces solutions existent. On ne demande pas à avoir toute l'offre de services à connaître sur le bout des doigts, mais le site internet, renvoyer vers le site internet, pouvoir informer d'aide ou d'accompagnement possible. Vous parliez tout à l'heure de rendez-vous en agence, on le sait, pour les primo-arrivants, tout ce qui est administratif
administratif, ça peut être un peu lourd aussi. Donc voilà, il y a des relais sur le territoire, il y a des solutions qui sont mobilisables et c'est important, voilà, en tant qu'employeur, en tant que chef d'entreprise, vous en ayez conscience et que vous puissiez diffuser cette bonne parole auprès de vos salariés. On va passer au dernier angle. Il nous reste 15 minutes pour pouvoir clore ce Time to Talk. Et c'est l'angle un peu assez intéressant, hein, puisque là, on va vraiment parler action, donc d'être dans un côté très opérationnel. Donc, par où on commence quand on souhaite recruter, intégrer des primo-arrivants? Hélène, je vais te poser une question un peu compliquée, mais effectivement, il faut la poser. C'était une question qui a été posée également le 20 avril dernier. On ne va pas se voiler la face. On observe aujourd'hui des délais et des latences dans le renouvellement des titres de séjour, ce qui freine beaucoup la mise en emploi de certains primo-arrivants. Donc finalement, ça crée un point de difficulté pour le futur salarié ou le salarié et pour l'entrepreneur, hein, soyons très clairs. Donc comment les employeurs ils peuvent anticiper, comment ils peuvent gérer ces situations où on arrive en fin de titre de séjour et on n'a pas de réponse de la part des services sur le renouvellement du titre? Alors, très concrètement, et sans vendre du rêve. Oui. Mais des réponses pragmatiques. Donc, premièrement, nous sommes vraiment dans une situation qui est notée, hein, qui a fait l'objet de différents rapports au niveau national, hein. Oui. Bon, donc, il ne s'agit pas de se voiler la face, et notamment avec un site digital qui est peut-être en voie d'amélioration continue. Donc, premier élément de la réponse, une prise de conscience et une connaissance de ces dysfonctionnements. Et action-réaction, donc un plan de recrutement qui est en cours avec des agents qui sont notamment grâce à l'action de France Travail. Donc, pour les Bouches-du-Rhône, une trentaine d'agents supplémentaires qui sont affectés d'ores et déjà ou qui vont l'être dans les jours qui viennent pour débloquer les situations et améliorer le temps de traitement et l'instruction donc de ces renouvellements de titres de séjour et de travail qui sont pour éviter en fait une perdant-perdant pour toutes les parties en fait. C'est ça qui est malheureux dans l'affaire. Deuxième élément de réponse, ce fameux vadémécum qui est très concret, qui se veut le plus utile possible, qui va vous être envoyé et qui suppose dans son application, le maître mot, c'est vraiment celui de l'anticipation. Donc, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est celui d'anticiper au moins 2 mois à l'avance les hypothèses de renouvellement et les demandes sur les différents sites, sur le site en fait, sur la plateforme ANEF, mais aussi auprès des préfectures ou des sous-préfectures, puisqu'en fonction du type de renouvellement et de carte, tout n'est pas digitalisé en réalité, mais tout est très bien expliqué dans ce guide que vous aurez. Et puis, là aussi, je remercie chaleureusement la CPME 13 parce que pour les cas dits d'urgence, nous allons mettre en place, mais c'est peut-être mieux si c'est la CPME. Oui, on peut, effectivement. Oui, pour vos cas donc d'urgence et pour débloquer des situations qui sont imminentes et pour éviter surtout des ruptures de parcours de contrat de travail, ça c'est qui est malheureux pour tout le monde. Alors, la CPME 13, elle dispose dans son offre de service d'une plateforme qui s'appelle Allo CPME 13. Donc, très clairement, il faut vous la faire simplement, c'est pouvoir accompagner un chef d'entreprise qui rencontre une difficulté. Alors, on a l'habitude de travailler avec l'URSSAF, avec la DRFIP, donc les impôts, avec les prud'hommes, etc. Donc, on a des liens qui font que on peut faciliter les choses. Là, on est très heureux de pouvoir travailler aux côtés de la préfecture et du pôle d'Hélène Bocardet pour pouvoir repérer les situations d'urgence. Et quand on parle d'urgence, c'est par exemple la situation de la semaine dernière, un recruteur qui devait signer le contrat, le CDI d'une primo-arrivant le jeudi, on était le lundi, le titre de séjour était arrivé
arrivé à expiration déjà la semaine d'avant, sans nouvelles. Donc, la signature du CDI était clairement compromise pour le jeudi. Bon, on a réussi à trouver la solution, à débloquer la solution dans la journée, de manière à ce que le CDI puisse être signé le jeudi et qu'il y ait une prise de poste qui soit faite. Donc, nous, ce qu'on vous propose, et là où on va pouvoir permettre de vous aider, c'est par cette voie d'entrée qui est Allo CPME 13. On fournira tous les éléments dans le mail de remerciement, encore une fois, à ce webinaire, de pouvoir nous adresser vos situations d'urgence. Donc, il faudra nous préciser un certain nombre d'informations, évidemment. On ne fait pas de magie, encore une fois. Donc, il faudra nous préciser le nom, le prénom, le numéro de titre, si on peut avoir une copie même de la demande de renouvellement, voilà, le maximum d'informations, pas tartiner les couches non plus, mais en tout cas les informations capitales qui vont nous permettre de pouvoir faire débloquer les situations. Donc encore une fois, on est vraiment dans des situations d'urgence où le titre est déjà échu et il y a un contrat qui est mis en péril, où ça va arriver dans les jours qui font suite la demande, et du coup la CPME 13 elle, filtrera, si je puis dire, l'urgence des situations, des dossiers, et pourra les adresser à la préfecture de manière à pouvoir avoir une action qui soit ultra rapide, et encore une fois d'arriver à cette situation où on ne soit pas perdant à la fois pour l'entreprise qui a capitalisé sur l'employé, sur le recrutement, et qui ne soit pas perdant pour le salarié primo-arrivant et qui ne se retrouve pas en situation et d'irrégularité et de perte d'emploi dans le même temps, ce qui serait une double, triple punition assez importante. Donc, encore une fois, vous allez avoir les éléments dans le mail de remerciement. Guettez bien ce mail de remerciement qui sera envoyé à l'issue de ce webinaire, pas dans la minute, attention. On a une petite équipe à la CPME 13, donc on ne va pas pouvoir faire ça dans la minute. Mais en tout cas, on va vous adresser ça et vous pourrez nous envoyer vos demandes d'urgence, encore une fois. Donc ça, je suis très heureuse de pouvoir mettre ça en place. Merci Oui, c'est une belle synergie et une union des forces qui nous permettra d'aller plus loin ensemble, de façon là aussi concrète. Juste un petit point et je m'arrête là. Anticiper, n'attendez pas la situation d'urgence pour nous saisir. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. Allo CPME 13, c'est le dernier recours, si je puis dire, mais bien évidemment, la demande de renouvellement doit se faire dans les temps avec, comme disait Hélène, les 2 mois d'anticipation. On n'attend pas le dernier moment pour faire son renouvellement, mais bon, ça appartient aussi aux salariés ou aux primo-arrivants qui doit refaire sa demande. Merci Hélène. Donc, pour récapituler, le recrutement de ces 30 personnes uniquement sur les Bouches-du-Rhône, dans les services, de manière à pouvoir faciliter les choses. Très clairement, ça va débloquer les situations, ça va permettre de réduire le temps de traitement des demandes. Le Vademecum que vous allez recevoir et dans ce mail de remerciement, les liens d'Allo CPME 13 pour pouvoir soumettre vos demandes et nous, qu'on puisse faire le lien avec la préfecture. Avec Marion, on va parler pour finir d'adapter justement cette formation linguistique aux contraintes d'une entreprise. Vous l'avez dit tout à l'heure, Marion, une entreprise, elle doit produire, elle emploie quelqu'un, pas pour la former dans un premier temps, mais vraiment pour répondre à un besoin de compétences dans l'entreprise. Alors du coup, comment concilier c'est les horaires, les besoins de l'entreprise avec la formation qui doit être mise en place. Vous avez commencé à nous parler de la FEST. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Alors, en préalable, je pense que on a souvent parlé durant ce webinaire de parcours. Donc, tout le monde est bien conscient maintenant, pas d'ailleurs que pour les primo-arrivants, qu'on ne peut plus juxtaposer des mesures, aussi intéressantes soient-elles, mais qu'on est bien obligé d'imbriquer toutes les nuances, tous les chemins d'un parcours pour le rendre réussi, en fait. Donc, pour la formation d'entreprise, c'est du même ordre. On ne peut pas proposer une formation standard de date à date qui s'applique à tout le monde. Pourquoi? Parce que la réalité de l'entreprise, alors celle du stagiaire, bien sûr qu'elle est différente selon le métier qu'il exerce, etc. Mais cela dit, ça, on était déjà plus avancé. Mais pour l'entreprise, c'est du même ordre. Si on veut faire adhérer l'entreprise à la montée en compétence des salariés, et puis finalement de faire d'une obligation réglementaire une obligation, un plus économique, une valeur ajoutée, parce que la maîtrise de la langue, avant tout, même au-delà de la reconduction du titre de séjour qui est très important, c'est de devenir de plus en plus autonome, de devenir de plus en plus
un citoyen lambda en gardant ses origines, mais en les additionnant, en les enrichissant de compétences langagières complémentaires. Donc, la première des choses à dire, quelle que soit la mesure, c'est vraiment de partir d'une analyse au cas par cas de l'entreprise en question. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle fait? C'est du service, c'est une PME, est-ce qu'elle a des process, est-ce qu'elle a des machines, est-ce qu'elle a des processus de fabrication? Il faut toujours partir de là et voir et essayer d'analyser avec les responsables de l'entreprise. Pour ça que l'entreprise, elle est partie prenante, elle délègue pas la formation de ses salariés. Elle y trouve un intérêt et elle est partie prenante. Donc, il faut partir de ça, analyser le vécu, le quotidien, la réalité de l'entreprise. Ensuite, il faut expliquer dans quel contexte, parce qu'on n'a pas un temps démesuré, la personne ne va pas rester en formation 10 ans à temps complet, il y a des temps qui sont courts, donc on va prioriser ce qui est essentiel. Dans quelle situation la maîtrise de la langue est-elle la plus problématique? Donc maintenant, à peu près toutes les entreprises, même les petites, compte tenu que tout est digitalisé et qu'ils ont un service SAP important, on doit rendre compte, même si on est opérateur sur chaîne, de ce qu'on a fait, pourquoi la machine s'est arrêtée, qu'est-ce qui s'est passé, comment on transmet son temps. Donc, à partir de là, on va appliquer des formations, disons, standards à des situations concrètes de travail. Et donc, le salarié formé, l'apprenant, est satisfait parce qu'il voit immédiatement le progrès et le confort que ça peut lui apporter de manière assez rapide et assez objective. Et l'employeur est sécurisé dans ses process puisqu'il voit lui aussi qu'il ne se sépare pas de son salarié qui est en formation, mais qu'il est bien enrichi pour sa pratique professionnelle et sa productivité. Donc, la FEST, c'est le bon moyen parce que on a une formation qui n'est pas, qui se fait on recueille toutes les process de fabrication, les gestes professionnels, sur le lieu de travail. Et après, lors d'un entretien, on les mouline pour que ça puisse devenir transférable, quel que soit le poste de travail. Voilà. Donc, le métier de formateur est complètement modifié. En fait, on n'a plus une posture descendante où on distille le savoir, mais on est bien dans de l'analyse, dans du rapprochement, dans du concret, d'un secteur qu'on ne maîtrise pas. Voilà, donc il y a beaucoup des compétences des chargés de relations entreprises sur l'analyse du poste de travail qui vont rentrer dans les pratiques des formateurs. Donc ça aussi, ça s'apprend. Il faut se former pour ça. La formation tout au long de la vie, effectivement. Voilà. On le retrouve aussi dans le monde de l'entreprise. En tout cas, voilà, c'est important de savoir et de se dire que cette formation linguistique, elle est tout à fait conciliable avec les besoins de l'entreprise, que ça ne devienne pas un frein, que tout peut être envisagé et qu'effectivement, c'est la dynamique de parcours qu'il faut mettre en place. Ça se construit avec. L'entreprise, c'est un acteur qui va agir et qui va pouvoir poser aussi ses besoins de manière à ce qu'elle ne soit pas impactée par ce besoin de certification et d'attestation du niveau de la langue française. Merci beaucoup Marion. On va finir parce qu'il nous reste, on est déjà très en retard, je m'excuse, avec un exemple peut-être avec Action Logement, Virginie, un exemple d'une entreprise qui a sollicité Action Logement pour un de leurs salariés. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que ça a donné? Je pense que le côté testimonial exemplaire peut parler à beaucoup d'entre nous. Oui, alors il n'y a pas qu'une entreprise qui a affaire à Action Logement, Bien sûr, évidemment. tous les jours. Mais effectivement, oui, moi j'ai un contact, juste c'est pour ça que effectivement que j'en ai parlé, un contact d'une entreprise, alors je ne vais pas forcément la nommer, mais qui est de taille moyenne et qui est dans le bâtiment, donc il y a énormément de recrutement à effectuer et qui s'adresse à des nouveaux arrivants en tous les cas. Donc, qui a pour habitude de nous contacter. Alors, évidemment, on va. Alors, je vois qu'il y a des questions et notamment, juste pour vous dire, parce qu'il y a des personnes
personnes qui s'en vont, que moi, je vous ferai passer avec le remerciement la liste des services qui seront associés, parce que je l'ai vu dans les questions. Donc, effectivement, eux nous demandent de la documentation régulièrement pour donc donner aux personnes qui recrutent. Donc, ils vont utiliser essentiellement le logement temporaire. Donc, à chaque recrutement, on a une demande de logement temporaire qui va être faite. Et puis après, ils vont passer du logement temporaire, donc qui est quand même du long temporaire, parce que je vous ai même pas donné le délai, qui est de 2 ans. Donc, sur 2 ans après, ils vont effectivement faire leur demande de logement social, mais souvent, ça suffit pas pour du logement social. Et sur ces 2 ans, ils vont pouvoir passer sur du logement libre et ils vont avoir ils vont être priorisés du logement temporaire au logement libre. Donc, c'est ce qu'ils vont utiliser avec évidemment tous les services dont je vous ai parlé, notamment sur le Locapass et sur la garantie Visale. Voilà. Donc, c'est vrai moi, en tant que chargée d'entreprise, j'ai des relations directes avec les services, que ce soit RH ou la direction également. Je suis contactée assez régulièrement. Vous pouvez nous demander de la documentation. On a des dépliants qui reprennent tous nos services. Alors évidemment, et puis on reste avec tous ces freins dont on a parlé, qui sont l'administratif. Donc je vous répète, on a des agences partout, sur tout le territoire en France, en tous les cas. Donc, on a sur le site un moyen de trouver l'agence de proximité sur lequel ils vont pouvoir se rendre. Et voilà. Et après, sachez qu'au niveau d'Action Logement, là, j'ai parlé au niveau location, mais sur la durée de vie sur la carrière professionnelle, on peut après accéder à la propriété, investir dans le logement et bien d'autres. Donc voilà, je vous laisse après découvrir le site d'Action Logement. Merci beaucoup, Voilà. Virginie. Alors, on Merci, a vu madame. des petites mains levées tout à l'heure. Effectivement, vous avez un chat sur lequel vous pouvez poser quelques questions. Cette séquence, elle est enregistrée et donc elle sera proposée également en replay pour ceux qui voudraient la revisionner ou en tout cas la partager auprès d'autres acteurs. Donc, n'hésitez pas. Dans ce mail, donc encore une fois, de remerciements, vous aurez l'ensemble des informations. Il va être assez costaud, donc mettez bien vos boîtes mail. Est-ce que, pour terminer, il y a des questions dans le chat des personnes qui voudraient poser une question sur ce qu'on a pu entendre jusqu'à présent? Je suis en train de vérifier, mais apparemment, on a dû être assez exhaustive, puisque les questions, on les a déjà traitées pour les premières. Mais écoutez, je vous remercie à tous, et particulièrement à nos intervenantes du jour, pour toutes ces informations et ces solutions très concrètes, encore une fois, ultra opérationnelles. Merci à vous pour votre temps et pour avoir partagé ce moment avec nous. Et on vous dit à bientôt pour les prochaines séquences sur le Time to Talk, et notamment avec la DEMINE, pour parler titre de séjour et expliquer un petit peu, faire le point sur ces différents ces différents aspects réglementaires et le comment faire pour éviter une rupture de contrat de travail dans le domaine pour ce qui concerne le territoire des Bouches-du-Rhône. Merci beaucoup, passez une bonne journée, à bientôt. Merci, Très bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne journée.